17. Tentative de fuite. Vous devez préparer vos textes comme on prépare un match de boxe, Marcus. Les jours qui précèdent le combat, il convient de ne s'entraîner qu'à 70% de son maximum, pour laisser bouillonner et monter en soi cette rage qu'on ne laissera exploser que le soir du match. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que lorsque vous avez une idée, au lieu d'en faire immédiatement l'une de vos illisibles nouvelles que vous publiez ensuite en première page de la revue que vous dirigez, vous devez la garder au fond de vous pour lui permettre de mûrir. Vous devez l'empêcher de sortir, vous devez la laisser grandir en vous jusqu'à ce que vous sentiez que c'est le moment. Ceci sera le numéro... À combien en sommes-nous ? À 18. Non, nous en sommes à 17. Pourquoi me demandez-vous si vous le savez ? Pour voir si vous suivez, Marcus. Alors, 17, Harry. Faire des idées, des illuminations. Le mardi 1er juillet 2008, Harry, que j'écoutais avec passion dans la salle de visite de la prison d'État du New Hampshire, me raconta qu'au soir du 3 août 75, alors qu'il s'apprêtait à quitter Aurora et qu'il venait de s'engager à toute allure sur la route 1, il croisa une voiture qui fit aussitôt demi-tour derrière lui et le prit en chasse. Dimanche soir, 3 août 1975. Il crut un instant à une voiture de police, mais elle n'avait ni gyrophare ni sirène. Une voiture le talonnait et le klaxonnait sans qu'il ne comprenne pourquoi, et il eut soudain peur d'être victime d'un brigandage. Il essaya d'accélérer de plus belle, mais son poursuivant parvint à le dépasser et à le forcer à s'arrêter sur le bas-côté, en se mettant au travers de sa route. Harry bondit hors de l'habitacle, prêt à en découdre, avant de reconnaître le chauffeur de Stern, Luther Caleb, lorsqu'il sortit de voiture à son tour. « Mais vous êtes complètement cinglé » hurla Harry. « Veuillez me pardonner, monsieur Kébert. Je ne voulais pas vous faire peur. Fait monsieur Stern. Il veut vous voir absolument. Ça fait plusieurs jours que vous vous ferf. »« Et que me veut monsieur Stern ?» Harry tremblait, l'adrénaline avait fait exploser son cœur. « Vous n'en fait rien, monsieur, dit Luther. Mais il a dit que c'était important. Il vous a fait lui. » Devant l'assistance de Luther, Harry accepta de mauvaise grâce de le suivre jusqu'à Concorde. La nuit tombait. Ils se rendirent jusque dans l'immense propriété de Stern, où Caleb, sans un mot, guida Harry à l'intérieur de la maison jusqu'à une large terrasse. Elijah Stern, installé à une table, y buvait de la limonade, vêtu d'une robe de chambre légère. Aussitôt qu'il vit Harry arriver, il se leva pour venir à sa rencontre, visiblement soulagé de le voir. « Bon sang, cher Harry, j'ai bien cru que je ne parviendrais jamais à vous faire retrouver. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici à une heure pareille. J'ai appelé chez vous, je vous ai écrit une lettre, j'ai envoyé Luther tous les jours, plus aucune nouvelle de vous. Mais où diable étiez-vous fourré ? J'étais absent de la ville. Qu'y a-t-il de si important ? Je sais tout, tout. Et vous avez voulu me cacher la vérité ? Harry se sentit flancher. Stern savait pour Nola. De quoi me parlez-vous ? Balbutia-t-il pour gagner du temps. Mais de la maison de Gouskov, pardi. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez sur le point de rendre la maison pour une question d'argent ? C'est l'agence de Boston qui m'en a informé. Ils m'ont dit que vous aviez convenu de rapporter les clés demain. Comprenez l'urgence de la situation. Je devais absolument vous parler. Je trouve tellement dommage que vous partiez. Je n'ai pas besoin de l'argent de la location de la maison. Et j'ai envie de soutenir votre projet d'écriture. Je veux que vous restiez à Goose Cove le temps de finir votre roman. Qu'en pensez-vous ? Vous m'avez dit que cet endroit vous inspirait. Pourquoi partir ? J'ai déjà tout arrangé avec l'agence. Je suis très attachée à l'art et à la culture. Si vous êtes bien dans cette maison, restez-y quelques mois de plus. Je serai très fière d'avoir pu contribuer à l'essor d'un grand roman. Ne refusez pas, je ne connais pas beaucoup d'écrivains. J'ai vraiment à cœur de vous aider. Harry laissa échapper un soupir de soulagement et s'effondra sur une chaise. Il accepta aussitôt l'offre d'Elijah Stern. C'était une opportunité inespérée. Pouvoir profiter de la maison de Goose Cove quelques mois encore, pouvoir finir son grand roman grâce à l'inspiration de Nola. S'il vivait modestement, n'ayant plus les frais de la location de la maison à prendre en charge, il parviendrait à subvenir à ses besoins. Il resta un moment avec Stern sur la terrasse, à parler littérature, surtout pour se montrer poli à l'égard de son bienfaiteur, car sa seule envie était de rentrer immédiatement à Aurora pour retrouver Nola et lui annoncer qu'il avait trouvé une solution. Puis, il songea qu'elle était peut-être déjà passée à Goose Cove à l'improviste. Avait-elle trouvé porte close ? Avait-elle découvert qu'il s'était enfui, qu'il avait été prêt à l'abandonner ? Il sentit son ventre se nouer, et dès qu'il fut convenable de partir, il rentra à toute vitesse jusqu'à Goose Cove. Il s'empressa de rouvrir la maison, les volets, l'eau, le gaz et l'électricité, de ranger toutes ses affaires à leur place et d'effacer toute trace de sa tentative de fuite. Nola ne devrait jamais savoir. Nola, sa muse, celle sans qui il ne pouvait rien faire. Voilà, me dit Harry, voilà comment j'ai pu rester à Goose Cove et continuer mon livre. Les semaines qui suivirent, je ne fis d'ailleurs plus que cela, écrire. Écrire comme un fou, écrire fiévreusement, écrire à en perdre la notion de matin et de soir, de faim et de soif, écrire sans arrêt, écrire à en avoir mal aux yeux, mal aux poignets, mal au crâne, mal partout, écrire à avoir envie de vomir,
Pendant 3 semaines, j'ai écrit jour et nuit, et pendant ce temps, Nola s'occupait de moi. Elle venait me veiller, elle venait me faire manger, elle venait me faire dormir. Elle m'emmenait pour une promenade lorsqu'elle voyait que je n'en pouvais plus. Discrète, invisible et omniprésente. Grâce à elle, tout était possible. Surtout, elle retapait mes feuillets à la machine à l'aide d'une petite Remington portable. Et souvent, elle emportait un morceau du manuscrit avec elle pour le lire, sans me le demander. Le lendemain, elle me faisait part de ses commentaires. Elle était souvent dithyrambique. Elle me disait que c'était un texte magnifique, que c'était les plus beaux mots qu'elle ait jamais lus, et elle me remplissait avec ses grands yeux amoureux d'une confiance exceptionnelle. « Que lui aviez-vous dit pour la maison ?» demandai-je. « Que j'aimais plus que tout, que je voulais rester près d'elle et que j'avais pu trouver un arrangement avec mon banquier qui me permettait de poursuivre cette location. C'est grâce à elle que j'ai pu écrire ce livre, Marcus. Je n'allais plus aux Clarks, on ne me voyait presque plus en ville. Elle veillait sur moi, elle s'occupait de tout. Elle me disait même que je ne pouvais pas faire les courses tout seul parce que je ne savais pas ce qu'il me fallait, et nous allions faire des courses ensemble dans des supermarchés éloignés, là où nous étions tranquilles. Lorsqu'elle réalisait que j'avais sauté un repas ou dîné de barres chocolatées, elle se mettait en colère. Quelle merveilleuse colère! J'aurais voulu que ces douces colères m'accompagnent dans mon œuvre et dans ma vie pour toujours. Alors, vous avez vraiment écrit Les origines du mal en quelques semaines? Oui. J'étais habitée par une espèce de fièvre créatrice que je n'ai plus jamais eue. Était-elle déclenchée par l'amour? Sans aucun doute. Je crois que, quand Nola a disparu, une partie de mon talent a disparu avec elle. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous supplie de ne pas vous inquiéter lorsque vous peinez à trouver l'inspiration. Un gardien nous annonça que la visite était sur le point de se terminer et nous invita à conclure. Et donc, vous dites que Nola emportait le manuscrit avec elle, repris-je rapidement pour ne pas perdre le fil de notre discussion. Elle emportait les parties qu'elle avait retapées. Elle les lisait et me donnait son avis. Marcus, ce mois d'août 1975, ça a été le paradis. J'ai été tellement heureux, nous avons été tellement heureux. Mais je restais malgré tout hantée par l'idée que quelqu'un savait pour nous deux. Quelqu'un qui était prêt à saloper un miroir avec des horreurs. Ce même quelqu'un pouvait nous épier de la forêt et tout voir. Ça me rendait malade. Est-ce la raison pour laquelle vous avez voulu partir? Ce départ que vous aviez prévu ensemble le soir du 30 août. Pourquoi? Ça, Marcus, c'était à cause d'une terrible histoire. Vous enregistrez là? Oui. Je vais vous raconter un épisode très grave pour que vous compreniez. Mais je ne veux pas que cela s'ébruite. Comptez sur moi. Vous savez, pendant notre semaine à Martha's Vineyard, en fait de prétendre être avec une amie, Nola avait tout simplement fugué. Elle était partie sans rien dire à personne. Lorsque je l'ai revue, le lendemain de notre retour, elle avait une mine affreusement triste. Elle m'a dit que sa mère l'avait battue. Elle avait le corps marqué, elle pleurait. Ce jour-là, elle m'a dit que sa mère la punissait pour un rien, qu'elle la frappait à coups de règle en fer et qu'elle lui faisait aussi une drôle de saloperie. Elle remplissait une bassine d'eau, prenait sa fille par les cheveux et lui plongeait la tête dans l'eau. Elle disait que c'était pour la délivrer. La délivrer? La délivrer du mal, une espèce de baptême, j'imagine. Jésus dans le Jourdain, ou quelque chose comme ça. Au début, je ne pouvais pas y croire, mais les preuves étaient là. Je lui ai alors demandé « Mais qui te fait ça ?»« Maman. Et pourquoi ton père ne réagit pas ?» Papa s'enferme dans le garage et il écoute de la musique, très fort. Il fait ça quand maman me punit. Il ne veut pas entendre. Nola n'en pouvait plus, Marcus. Elle n'en pouvait plus. J'ai voulu régler cette histoire, aller voir les Kellergan. Il fallait que cela cesse. Mais Nola m'a supplié de ne rien faire. Elle m'a dit qu'elle aurait des ennuis terribles, que ses parents l'éloigneraient certainement de la ville et que nous ne nous verrions jamais plus. Néanmoins, cette situation ne pouvait plus durer. Alors, vers la fin août, autour du 20, nous avons décidé qu'il fallait partir. Vite. Et en secret, bien sûr. Et nous avons fixé le départ au 30 août. Nous voulions rouler jusqu'au Canada, passer la frontière du Vermont, aller en Colombie-Britannique peut-être, nous installer dans une cabane en bois. La belle vie au bord d'un lac, personne n'aurait jamais rien su. Alors voilà pourquoi vous aviez prévu de vous enfuir tous les deux? Oui. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je parle de cela? Ça, ce n'est que le début de l'histoire, Marcus, car j'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. À cet instant, nous fûmes interrompus par un gardien. La visite était terminée. Nous reprendrons cette conversation la prochaine fois, Marcus, me dit Harry en se levant. En attendant, surtout, gardez ça pour vous. Promis, Harry. Dites-moi simplement, qu'auriez-vous fait du livre si vous vous étiez enfui? J'aurais été un écrivain en exil, ou pas écrivain du tout. À ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. Seule Nola comptait. Nola, c'était mon monde. Le reste importait peu. Je restais stupéfait. Voilà donc le plan insensé qu'avait échafaudé Harry 33 ans plus tôt, s'enfuir au Canada avec cette fille dont il était tombé éperdument amoureux, partir avec Nola et mener une vie cachée au bord d'un lac, sans se douter que, la nuit prévue pour la fuite, Nola disparaîtrait et serait assassinée,
ni que le livre qu'il avait écrit en un temps record et auquel il était prêt à renoncer allait être l'un des plus grands succès de librairie du demi-siècle. Lors d'une seconde entrevue, Nancy Hathaway me donna sa version de la semaine à Martha's Vineyard. Elle me raconta que la semaine qui suivit le retour de Nola de la maison de repos de Charlotte Hill, elles allèrent se baigner tous les jours à Grand Beach, et qu'à plusieurs reprises, Nola était ensuite restée dîner chez elle. Mais le lundi suivant, lorsque Nancy vint sonner au 245 Terrace Avenue pour emmener Nola à la plage, comme les jours précédents, elle s'entendit répondre que Nola était très souffrante et qu'elle devait garder le lit. Toute la semaine, me dit Nancy, ce fut la même rengaine. Nola est très malade, elle ne peut même pas recevoir de visite. Même ma mère, qui, intriguée, vint aux nouvelles, ne dépassa pas le seuil de la maison. Ça m'a rendue folle, je savais qu'il se tramait quelque chose. Et c'est là que j'ai compris. Nola avait disparu. Qu'est-ce qui vous a fait penser cela ? Elle pouvait être malade et alitée. C'est ma mère qui avait noté ce détail à l'époque. Et il n'y a plus une musique. Durant toute la semaine, il n'y a pas eu une seule fois de la musique. Je jouais l'avocat du diable. Si elle était malade, dis-je, on ne voulait peut-être pas la déranger en jouant de la musique. C'était la première fois depuis très longtemps qu'il n'y avait plus de musique. C'était tout à fait inhabituel. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net, et après m'être entendu dire une énième fois que Nola était souffrante et au lit, je me suis discrètement faufilée derrière la maison, et je suis allée regarder par la fenêtre de la chambre de Nola. La pièce était déserte, le lit n'était pas fait, Nola n'était pas là, c'était certain. Et puis, le dimanche soir, il y a eu de la musique, de nouveau cette maudite musique qui retentissait depuis le garage, et voilà que le lendemain, Nola réapparaissait. Vous parlez d'une coïncidence. Elle est venue chez moi en fin de journée, et nous sommes allés au grand square dans la rue principale. Là, je lui ai tiré les verres du nez, surtout à cause des marques qu'elle avait sur le dos. Je l'ai forcée à soulever sa robe derrière les fourrés, et j'ai vu qu'elle avait été salement battue. J'ai insisté pour savoir ce qui s'était passé, et elle a fini par m'avouer qu'elle avait été corrigée parce qu'elle s'était enfuie pendant toute une semaine. Elle était partie avec un homme plus âgé. Stern, sans aucun doute. Elle m'a dit que c'était merveilleux et que ça valait bien les coups qu'elle avait reçus à la maison à son retour. Je me gardais de préciser à Nancy que Nola avait passé la semaine avec Harry à Martha's Vineyard, et non pas avec Elijah Stern. Elle semblait d'ailleurs ne pas en savoir beaucoup plus sur la relation entre Nola et ce dernier. Je crois qu'avec Stern, c'était une sale histoire, reprit-elle, surtout maintenant que j'y repense. Peter Caleb venait la chercher à Aurora en voiture dans une Mustang bleue. Je sais qu'il la conduisait à Stern. Tout se faisait en cachette, évidemment, mais j'ai été témoin de cette scène une fois. Sur le moment, Nola m'avait dit « Surtout n'en parle jamais, jure-le, au nom de notre amitié. Nous aurions des ennuis toutes les deux. » Et moi « Mais Nola, pourquoi est-ce que tu vas chez ce vieux type ?» Elle avait répondu « Par amour. » Mais quand est-ce que cela a commencé demandai-je. Je ne saurais pas vous le dire. Je l'ai appris pendant l'été, sans me rappeler quand. Il s'est passé tant de choses cet été-là. Peut-être bien que cette histoire durait depuis bien plus longtemps, peut-être même depuis des années, qui sait. Mais vous en avez parlé à quelqu'un, finalement, non ? Lorsque Nola a disparu. Évidemment, j'en ai parlé au chef Pratt. Je lui ai dit tout ce que je savais, tout ce que je vous ai dit à vous. Il m'a dit de ne pas m'en faire et qu'il tirerait cette histoire au clair. Et seriez-vous prête à répéter tout ceci devant un tribunal ? Bien sûr, s'il le faut. J'avais assez envie d'avoir une seconde conversation avec le révérend Kellergan, en présence de Gale Wood. Je téléphonai à ce dernier pour lui soumettre mon idée. Interroger ensemble le père Kellergan, j'imagine que vous avez une idée derrière la tête. Oui et non. J'aimerais aborder avec lui les nouveaux éléments de l'enquête, les relations de sa fille et les coups qu'elle recevait. Vous voulez quoi ? Que j'aille demander au père si par hasard sa fille n'était pas une traînée ? Allons, sergent, vous savez que nous sommes en train de mettre au jour des éléments importants. En une semaine, toutes vos certitudes ont été balayées. Pouvez-vous aujourd'hui me dire qui était vraiment Nola Kellergan ? D'accord, l'écrivain, vous m'avez convaincu. Je viendrai à Aurora demain. Le Clarks, vous connaissez ? Bien sûr, pourquoi ? Rendez-vous à 10h là-bas, je vous expliquerai. Le lendemain matin, je me rendis au Clarks avant l'heure de notre rendez-vous pour pouvoir parler un peu du passé avec Jenny. Je mentionnai le bal de l'été 75 dont elle me raconta que c'était l'un de ses plus mauvais souvenirs de bal, elle qui s'était imaginée y aller au bras de Harry. Le pire avait été au moment de la tombola, lorsqu'Harry avait remporté le premier prix. Elle avait secrètement espéré qu'elle serait l'heureuse élue, que Harry viendrait la chercher un matin et qu'il l'emmènerait pour une semaine d'amour au soleil. J'ai eu de l'espoir, me dit-elle. J'ai tellement espéré qu'il me choisisse. Je l'ai attendu tous les jours. Puis, à la toute fin du mois de juillet, il a disparu pendant une semaine, et j'ai compris qu'il était probablement parti pour Martha's Vineyard sans moi. J'ignore avec qui il y est allé. Je mentis pour la protéger un peu. Seul, dis-je, il est parti seul. Elle sourit, comme si elle était soulagée, puis elle dit « Depuis que je sais pour Harry et Nola, depuis que je sais qui lui a écrit ce livre, je ne me sens plus femme. Pourquoi l'a-t-il choisi, elle ? Ce genre de choses ne se commande pas. Tu ne t'es jamais douté pour lui et Nola ? Harry et Nola ? Mais enfin, qui aurait pu s'imaginer une chose pareille ?
Ta mère, non? Elle affirme qu'elle était au courant depuis toujours. Est-ce qu'elle ne t'en avait jamais parlé auparavant? Elle n'a jamais parlé d'une relation entre eux, mais c'est vrai qu'après la disparition de Nola, elle a dit qu'elle soupçonnait Harry. Je me souviens d'ailleurs que le dimanche, Travis, qui était en train de me courtiser, venait parfois déjeuner à la maison, et que maman ne cessait de répéter « Je suis sûre que Harry est lié à la disparition de la petite ». Et Travis répondait « Il faut des preuves, Madame Queen, sinon ça ne tient pas la route ». Et ma mère répétait encore « J'avais une preuve irréfutable, mais je l'ai perdue ». Moi je n'y ai jamais cru. Maman lui en voulait surtout à mort à cause de sa garden party. Gallowwood me rejoignit au Clarks à 10 heures précises. À ce moment, Jenny était de retour en cuisine. « Vous avez mis le doigt où ça fait mal, l'écrivain, me dit-il en s'installant au comptoir à côté de moi. Pourquoi ça? J'ai fait mes recherches sur ce Luther Caleb. Ça n'a pas été facile, mais voici ce que j'ai trouvé. Il est né en 1945 à Portland, dans le Maine. J'ignore ce qui l'amène dans la région, mais entre 1970 et 1975, il a été fiché par les polices de Concord, de Montbury et d'Aurora pour des comportements déplacés envers des femmes. Il traînait dans les rues, il abordait des femmes. Il y a même eu une plainte déposée contre lui par une certaine Jenny Queen, devenue Dawn. C'est elle qui tient cet établissement. Plainte pour harcèlement déposée en août 75. Voilà pourquoi je voulais que nous nous retrouvions ici. Jenny a déposé plainte contre Luther Caleb. Vous la connaissez? Bien sûr. Faites-la venir ici, voulez-vous? Je demandai à un des serveurs d'aller chercher Jenny en cuisine. Gallowwood se présenta et lui demanda de parler de Luther. Elle haussa les épaules. Pas grand-chose à dire, vous savez, c'était un gentil garçon. Très doux malgré son apparence. Il venait de temps en temps ici, au Clarks. Je lui offrais du café et un sandwich. Je ne le faisais jamais payer. C'était un pauvre bougre. Il me faisait un peu de peine. Pourtant, vous avez porté plainte contre lui, dit Gallowwood. Elle eut l'air étonnée. Je vois que vous êtes très bien renseigné, sergent. Ça remonte à longtemps en arrière. C'est Travis qui m'a poussé à porter plainte. À l'époque, il disait que Luther était dangereux et qu'il fallait le tenir à l'écart. Pourquoi dangereux? Cet été-là, il rôdait beaucoup à Aurora. Il s'est montré parfois agressif avec moi. Pour quelle raison Luther Caleb s'est-il montré violent? Violent est un grand mot, disons agressif. Il insistait pour... Enfin, ça va peut-être vous paraître ridicule. Dites-nous tout, madame, c'est peut-être un détail important. Je fis un geste de la tête pour encourager Jenny à parler. Il insistait pour me peindre, dit-elle. Vous peindre? Oui, il disait que j'étais une belle femme, qu'il me trouvait magnifique, et que tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir me peindre. Qu'est-il devenu? Demandai-je. Un jour, on ne l'a plus revu, me répondit Jenny. À ce qu'on dit, il se serait tué en voiture. Faut demander à Travis, il saura sûrement. Gallowwood me confirma que Luther Caleb était mort dans un accident de la route, le 26 septembre 1975, soit 4 semaines après la disparition de Nola. Sa voiture avait été retrouvée en contrebas d'une falaise près de Sagamore, dans le Massachusetts, à environ 120 miles d'Aurora. En outre, Luther avait suivi une école des beaux-arts à Portland, et selon Gallowwood, on pouvait commencer à croire sérieusement que c'était lui qui avait peint le tableau de Nola. Ce Luther a l'air d'être un drôle de type, me dit-il. Aurait-il essayé de s'en prendre à Nola? L'aurait-il entraîné dans la forêt de Side Creek? Dans un accès de violence, il la tue, puis il se débarrasse du corps avant de s'enfuir dans le Massachusetts. Rongé par les remords, se sachant traqué, il se jette avec sa voiture du haut d'une falaise. Il a une sœur à Portland, Maine. J'ai tenté de la joindre, mais sans succès. Je la recontacterai. Pourquoi la police n'a pas fait de lien avec lui à l'époque? Pour faire le lien, il aurait fallu considérer Caleb comme un suspect. Or, aucun élément du dossier de l'époque ne conduisait à lui. Je demandai alors « Pourrions-nous retourner interroger Stern ?»« Officiellement, voire perquisitionner sa maison. » Gallowwood eut une moue de vaincu. « Il est très puissant. Pour le moment, on l'a dans l'os. Tant qu'on n'aura rien de plus solide, le procureur ne suivra pas. Il nous faut des éléments plus tangibles. Des preuves, l'écrivain. Il nous faut des preuves. » « Il y a le tableau. Le tableau est une preuve illégale. Combien de fois devrais-je vous le répéter? À présent, dites-moi plutôt ce que vous comptez faire chez le père Kellergan. J'ai besoin d'éclaircir certains points. Plus j'en apprends sur lui et sa femme, plus je me pose des questions. Je mentionnais l'escapade de Harry et Nola à Martha's Vineyard, les coups répétés de la mère, le père qui se cachait dans le garage. Il y avait selon moi un épais mystère autour de Nola, une fille lumineuse et éteinte à la fois, qui, de la vie de tous, rayonnait, mais qui avait tout de même essayé de se suicider. Nous prîmes notre petit déjeuner, puis nous nous mîmes en route pour aller trouver David Kellergan. La porte de la maison de Terrace Avenue était ouverte, mais il n'était pas là. Aucune musique ne s'échappait du garage. Nous l'attendîmes sous le porche. Il arriva au bout d'une demi-heure sur une moto pétaradante, la Harley Davidson qu'il avait mis 33 ans à réparer. Il la conduisait tête nue avec, dans les oreilles, des écouteurs branchés à un lecteur de CD portable. Il nous salua, en hurlant à cause du volume de la musique qu'il finit par éteindre lorsqu'il enclencha le pick-up dans le garage, assourdissant toute la maison.
La police a dû intervenir ici à plusieurs reprises, nous expliqua-t-il, à cause du volume de la musique. Tous les voisins se sont plaints. Le chef, Travis Down, est venu en personne pour essayer de me convaincre de renoncer à ma musique. Je lui ai répondu « Que voulez-vous ? La musique est ma punition. » Alors il est allé m'acheter ce lecteur portable et une version CD du vinyle que j'écoute en boucle. Il m'a dit que comme ça je pourrais faire exploser mes tympans sans faire exploser le standard de la police avec les appels des voisins. « Et la moto ?» demandai-je. « J'ai fini de la réparer. Elle est belle, hein ?» Maintenant qu'il savait ce qu'était devenue sa fille, il avait pu finir la moto sur laquelle il travaillait depuis le soir de sa disparition. David Kellergan nous installa dans sa cuisine et nous servit du thé glacé. « Quand me rendrez-vous le corps de ma fille, sergent ?» demanda-t-il à Guy Hallowwood. « Il faut l'enterrer maintenant. »« Bientôt, monsieur. Je sais que c'est difficile. » Le père joua avec son verre. « Elle aimait le thé glacé, nous dit-il. Les soirs d'été, souvent, nous en prenions une grande bouteille que nous allions boire sur la plage en regardant les mouettes qui dansaient dans le ciel. Elle aimait les mouettes. Elle les aimait tant. Le saviez-vous » J'acquiesçai. Puis je dis « Monsieur Kellergan, il y a des zones d'ombre dans le dossier. C'est la raison pour laquelle le sergent Guy Hallowwood et moi sommes là. » Des zones d'ombre, j'imagine bien. Ma fille a été assassinée et enterrée dans un jardin. Vous avez du nouveau ? Monsieur Kellergan, connaissez-vous un certain Elijah Stern demanda Guy Hallowwood. Pas personnellement. Je l'ai croisé quelquefois à Aurora, mais c'était il y a longtemps. Un type très riche. Et son homme à tout faire, un certain Luther Caleb. Luther Caleb ? Ce nom ne me dit rien. J'ai pu oublier, vous savez, le temps a passé et a commencé à faire sa grande lessive. Pourquoi ces questions ? Tout porte à croire que Nola a été liée à ces deux personnes. Liée, répéta David Kellergan, qui n'était pas stupide. Que signifie liée dans votre langage diplomatique de policier ? Nous pensons que Nola a une relation avec M. Stern. Je suis navré de vous l'annoncer de façon aussi brutale. Le visage du père prit une teinte pourpre. Nola ? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer ? Que ma fille était une putain ? Ma fille a été la victime de cette saloperie de Harry Kébert, pédophile notoire, qui devrait bientôt finir dans le couloir de la mort. Allez vous occuper de lui. Et ne venez pas ici salir les morts, sergent. Cette conversation est terminée. Au revoir, messieurs. Guy Hallowwood se leva docilement, mais il y avait encore certains points que je voulais tirer au clair. Je dis « Votre femme l'a batté, hein ?» Je vous demande pardon, s'étrangla Kellergan. « Votre femme, elle rossait Nola, c'est juste ?»« Mais vous êtes complètement fou !» Je ne le laissai pas continuer. Nola a fugué à la fin du mois de juillet 75. Elle a fugué et vous n'avez rien dit à personne. Je me trompe ? Pourquoi ? Vous aviez honte ? Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police lorsqu'elle s'est enfuie de chez vous à la fin juillet 75 ? Il amorça une explication. Elle allait revenir. La preuve, une semaine après, elle était là. Une semaine ? Vous avez attendu une semaine. Pourtant, le soir de sa disparition, vous appelez la police 1 heure seulement après avoir constaté sa disparition. Pourquoi ? Le père se mit à hurler. Mais parce que ce soir-là, en allant à sa recherche dans le quartier, j'ai entendu parler de cette fille qu'on avait vue en sang à Side Creek Lane. Et j'ai immédiatement fait le lien. Enfin, qu'est-ce que vous me voulez, Goldman ? Je n'ai plus de famille, je n'ai plus rien. Pourquoi vous venez rouvrir mes plaies ? Foutez le camp maintenant, foutez le camp. Je ne me laissais pas impressionner. Que s'est-il passé en Alabama, monsieur Kellergan ? Pourquoi êtes-vous venu à Aurora ? Et qu'est-ce qui s'est passé ici en 1975 ? Répondez, répondez, nom de Dieu. Vous devez bien ça à votre fille. Kellergan se leva comme fou et se jeta sur moi. Il m'empoigna au col avec une force que je ne lui aurais jamais soupçonnée. « Foutez le camp de chez moi !» hurla-t-il en me repoussant en arrière. Je serais probablement tombé par terre si Guy Hallowwood ne m'avait pas rattrapé avant de me traîner dehors. « Vous êtes cinglé, l'écrivain » invectiva-t-il avant que nous retournions à sa voiture. « Ou vous êtes juste anormalement con ? Vous voulez vous mettre tous nos témoins à dos ? Admettez que ce n'est pas clair. Pas clair quoi ? On vient de traiter de sa fille de traîner et il se fâche, c'est assez normal, non ? Par contre, il a bien failli vous en coller une. Costaud, le vieillard, je n'aurais jamais imaginé. Je suis désolé, sergent. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Alabama ? Demanda-t-il. Je vous en avais parlé, les Kellergan ont quitté l'Alabama pour venir ici, et je reste persuadé qu'il y a une bonne raison à leur départ. Je me renseignerai, si vous me promettez de vous tenir correctement à l'avenir. On va y arriver, hein, sergent. Je veux dire, Harry est en passe d'être disculpé, non ? Guy Hallowwood me regarda fixement. Ce qui me dérange, l'écrivain, c'est vous. Moi, je fais mon boulot, j'enquête sur 2 meurtres. Mais vous semblez être avant tout obsédé par le besoin de disculper Kébert de l'assassinat de Nola, comme si vous vouliez dire au reste du pays « Vous voyez qu'il est innocent. Que reproche-t-on à ce brave écrivain ?» Mais ce qu'on lui reproche, Goldman, c'est aussi de s'être entiché d'une fille de 15 ans. Je le sais bien, j'y pense tout le temps, figurez-vous. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'en parlez jamais ? Je suis venu ici juste après le scandale, sans réfléchir. J'ai avant tout pensé à mon ami, à mon vieux frère Harry.
Dans l'ordre normal des choses, je ne serais restée que 2 ou 3 jours, histoire de soulager ma conscience, et je serais rentrée à New York dardard. Mais alors, pourquoi êtes-vous encore là à m'emmerder? Parce que Harry Kéber est le seul ami que j'ai. Il m'a tout appris. Il a été mon seul frère humain durant ces 10 dernières années. À part lui, je n'ai personne. Je pense qu'à cet instant, Galowood eut pitié de moi, parce qu'il m'invitait à dîner chez lui. Venez ce soir, l'écrivain. On fera le point sur l'enquête, on mangera un morceau. Vous rencontrerez ma femme. Et comme ça l'aurait tué d'être trop gentil, il prit ensuite son ton le plus désagréable et il ajouta Enfin, c'est ma femme qui sera contente surtout. Depuis le temps qu'elle me tanne pour que je vous invite à la maison, elle rêve de vous rencontrer. Drôle de rêve. La famille Galowood habitait une jolie petite maison dans un quartier résidentiel de l'est de Concorde. Hélène, la femme du sergent, était élégante et très agréable, soit l'exact opposé de son mari. Elle m'accueillit avec beaucoup de gentillesse. J'ai tellement aimé votre livre, me dit-elle. Vous êtes donc vraiment en train d'enquêter avec Perry? Son mari bougonna que je n'enquêtais pas, que le chef c'était lui et que j'étais juste un envoyé du ciel venu lui pourrir l'existence. Ces 2 filles, des adolescentes visiblement bien dans leur peau, vinrent ensuite me saluer poliment avant de s'éclipser dans leur chambre. Je dis à Galowood Au fond, vous êtes le seul dans cette maison à ne pas m'aimer. Il sourit. Fermez-la, l'écrivain. Fermez-la et venez donc dehors boire une bière bien fraîche. Il fait tellement agréable. Nous passâmes un long moment sur la terrasse, confortablement installés sur des fauteuils en rotin, à vider une glacière en plastique. Galowood était en costume, mais il avait chaussé des vieilles pantoufles. Le début de soirée était très chaud. On entendait des enfants jouer dans la rue. L'air sentait bon l'été. Vous avez vraiment une chouette famille, lui dis-je. Merci. Et vous, une femme, des enfants? Non, rien. Un chien? Non. Même pas de chien? Vous devez effectivement être sacrément seul, l'écrivain. Laissez-moi deviner. Vous habitez un appartement beaucoup trop grand pour vous dans un quartier branché de New York. Un grand appartement toujours vide. Je n'essayais même pas de nier. Avant, dis-je, mon agent venait voir le baseball chez moi. Nous faisions des nachos au fromage. C'était bien. Mais avec cette histoire, je ne sais pas si mon agent voudra revenir chez moi. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis 2 semaines. Vous avez la trouille, hein, l'écrivain. Oui. Mais le pire, c'est que je ne sais pas de quoi j'ai peur. Je suis en train d'écrire mon nouveau bouquin sur cette affaire. Il devrait me rapporter au minimum $1 million. Je vais sûrement en vendre énormément, et au fond de moi, je suis malheureux. Qu'est-ce que je dois faire, selon vous? Il me regarda presque étonné. Vous demandez conseil à un type qui gagne $50 000 par an? Oui. Je ne sais pas ce que je dois vous dire, l'écrivain. Si j'étais votre fils, que me conseilleriez-vous? Vous, mon fils? Laissez-moi vomir. Allez vous faire psychanalyser, l'écrivain. Vous savez, j'ai un fils, plus jeune que vous, il a 20 ans. J'ignorais. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite photo qu'il avait collée sur un morceau de carton pour qu'elle ne se déforme pas. Elle représentait un jeune homme en uniforme de parade de l'armée. Votre fils est militaire? 2e division d'infanterie. Il est déployé en Irak. Je me rappelle le jour de son engagement. Il y avait un bureau itinérant de recrutement de l'US Army qui stationnait sur le parking du centre commercial. C'était une évidence pour lui. Il était rentré à la maison et il m'a dit qu'il avait choisi. Il renonçait à l'université, il voulait partir faire la guerre, à cause des images du 11 septembre qui lui trottaient dans la tête. Alors, j'ai sorti une carte du monde et je lui ai dit « L'Irak, c'est où ?» Il m'a répondu « L'Irak, c'est là où il faut être. » Qu'en pensez-vous, Marcus? C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. A-t-il eu raison ou tort? Je n'en sais rien. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que la vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. Ce fut une belle soirée. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas sentie autant entourée. Après le repas, je restais un moment seule sur la terrasse, pendant que Galowood aidait sa femme à ranger. La nuit était tombée, le ciel était couleur d'encre. Je repérais la grande ours qui scintillait. Tout était calme. Les enfants avaient déserté la rue et on n'entendait que le chant apaisant des grillons. Lorsque Galowood me rejoignit, nous fîmes le point sur l'enquête. Je lui racontai comment Stern avait laissé Harry occuper gracieusement Goose Cove. Ce même Stern qui avait des relations avec Nola, révéla-t-il? Tout ceci est très étrange. Je ne vous le fais pas dire, sergent. Et je vous confirme que quelqu'un savait à l'époque pour Harry et Nola. Harry m'a raconté que, le soir d'un grand bal populaire, il avait trouvé le miroir des toilettes maculé d'une inscription le traitant de baiseur de gamine. À ce propos, qu'en est-il de l'inscription sur le manuscrit? Quand aurez-vous les résultats des tests graphologiques? D'ici la semaine prochaine, en principe. Alors bientôt, nous saurons? J'ai épluché le rapport de police sur la disparition de Nola, m'indiqua ensuite Galowood, celui rédigé par le chef Pratt. Je vous confirme qu'il n'y a aucune mention ni de Stern ni de Harry. C'est étrange.
parce que Nancy Hathaway et Tamara Quinn m'ont confirmé avoir toutes les deux informé le chef Pratt de leurs soupçons à propos de Harry et Stern au moment de la disparition. Pourtant, le rapport est signé de Pratt lui-même. Il savait, il n'aurait rien fait. Qu'est-ce que tout cela peut signifier demandai-je. Gallowwood eut un regard sombre. Qu'il pourrait bien avoir eu lui aussi une relation avec Nola Kellergan. Lui aussi? Vous pensez que... Au nom du ciel, le chef Pratt et Nola? La première chose que nous ferons demain matin, l'écrivain, ce sera d'aller le lui demander. Le matin du jeudi 3 juillet 2008, Gallowwood vint me chercher à Goose Cove et nous allâmes trouver le chef Pratt dans sa maison de Mountain Drive. C'est Pratt lui-même qui nous ouvrit la porte. Il ne vit d'abord que moi et m'accueillit sympathiquement. « Monsieur Goldman, quel bon vent vous amène? On dit en ville que vous menez vos propres investigations ?» J'entendis Amy demander qui était là et Pratt répondre « C'est l'écrivain Goldman !» Puis il remarqua Gallowwood quelques pas derrière moi et lâcha « Alors c'est une visite officielle ?» Gallowwood hocha la tête. « Juste quelques questions, chef, expliqua-t-il. L'enquête s'enfonce et il nous manque des éléments. Je suis sûr que vous comprenez. » Nous nous installâmes dans le salon. Amy Pratt vint nous saluer. Son mari lui ordonna d'aller jardiner dehors et elle enfila un chapeau et sortit s'occuper de ses gardénias sans demander son reste. La scène aurait pu prêter à rire si, pour une raison que je ne m'expliquais pas encore, l'atmosphère dans le salon des Pratt n'avait été soudain si tendue. Je laissai Gallowwood mener son interrogatoire. C'était un très bon flic et un bon connaisseur de la psychologie humaine malgré son agressivité latente. Il posa d'abord quelques questions, rien de transcendant. Il demanda à Pratt de lui rappeler brièvement le déroulement des événements qui avaient mené à la disparition de Nola Kellergan. Mais Pratt perdit rapidement patience. Il dit qu'il avait déjà fait son rapport en 75 et que nous n'avions qu'à le lire. C'est là que Gallowwood lui répondit. « Eh bien, pour être honnête, j'ai lu votre rapport, et je ne suis pas convaincu parce que j'y ai trouvé. Par exemple, je sais que la mère Quinn vous a parlé de ce qu'elle savait à propos de Harry et Nola, et pourtant cela ne figure nulle part dans le dossier. » Pratt ne se laissa pas démonter. « La mère Quinn est venue me voir, oui. Elle m'a dit qu'elle savait tout, elle m'a dit que Harry fantasmait sur Nola, mais elle n'avait aucune preuve, et moi non plus. »« Vous mentez, intervins-je. Elle vous a montré un feuillet écrit de la main de Harry, et qui le compromettait clairement. Elle me l'a montré une fois, puis ce feuillet a disparu, elle n'avait rien. Que vouliez-vous que je fasse ? » « Et Elijah Stern demanda Gallowwood, en faisant mine de se radoucir. « Que saviez-vous sur Stern ?»« Stern, répéta Pratt. Elijah Stern, que vient-il faire dans cette histoire ?» Gallowwood avait pris de l'ascendant. Il dit d'une voix très calme, mais qui ne permettait aucune tergiversation. « Arrêtez votre cirque, Pratt, je suis au courant de tout. Je sais que vous n'avez pas mené votre enquête comme vous auriez dû. Je sais qu'au moment de la disparition de la gamine, Tamara Quinn vous a fait part de ses soupçons sur Kébert, et que Nancy Hathaway vous a rapporté que Nola avait eu des relations sexuelles avec Elijah Stern. Vous auriez dû embarquer Kébert et Stern. Vous auriez dû au moins les interroger, perquisitionner leur maison, éclaircir cette histoire et faire figurer ceci dans votre rapport. C'est la procédure habituelle. Or, vous n'avez rien fait de tout ça. Pourquoi ? Pourquoi, hein ? Enfin, vous aviez une femme assassinée et une gamine disparue sur les bras. Je sentais que Pratt était décontenancé. Il haussa la voix pour retrouver de sa superbe. J'ai ratissé la région pendant des semaines, beugla-t-il, et même sur mes congés. Je me suis démené pour retrouver cette gamine. Alors ne venez pas ici chez moi pour m'insulter et remettre en cause mon travail. Les flics ne font pas ça aux flics. Vous avez retourné la terre et fouillé le fond de la mer, rétorqua Gallowwood. Mais vous saviez qu'il y avait des personnes à interroger et vous n'avez rien fait. Pourquoi, nom de Dieu ? Qu'aviez-vous à vous reprocher ? Il y eut un long silence. Je regardai Gallowwood, il était très impressionnant. Il fixait Pratt avec un calme orageux. « Qu'avez-vous à vous reprocher ?» répéta-t-il. « Parlez, parlez au nom du ciel. Que s'est-il passé avec cette gamine ?» Pratt détourna les yeux. Il se leva et se plaça face à la fenêtre pour éviter nos regards. Il fixa un moment sa femme, dehors, qui nettoyait les gardénias de leurs feuilles mortes. « C'était au tout début août, dit-il d'une voix à peine audible. Au tout début août de cette foutue année 1975. Une après-midi, croyez-moi ou non, la petite est venue me trouver dans mon bureau au poste de police. J'ai entendu qu'on frappait à la porte, et Nola Kellergan est entrée, sans attendre ma réponse. J'étais assis à mon bureau en train de lire un dossier. J'ai été surpris de la voir. Je l'ai saluée, je lui ai demandé ce qui se passait. Elle avait un air étrange. Elle ne m'a pas adressé le moindre mot. Elle a refermé la porte, elle a tourné la clé dans la serrure, puis elle m'a regardé fixement, et elle est venue vers moi. Vers le bureau, là. Pratt s'interrompit. Il était visiblement ému. Il ne trouvait plus ses mots. Gallowwood ne lui montra aucune empathie. Il lui demanda sèchement. « Et là quoi, chef Pratt ?» « Croyez-le ou non, sergent, elle est venue se mettre sous le bureau. Elle a ouvert mon pantalon, elle a pris mon pénis et elle l'a mis dans sa bouche. » Je bondis. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» « La vérité, elle m'a sucé et je me suis laissé faire. Elle m'a dit « Laissez-vous aller, chef. »
Et quand tout a été fini, elle m'a dit, en s'essuyant la bouche, « Maintenant, vous êtes un criminel. » Nous restâmes stupéfaits. Voilà pourquoi Pratt n'avait interrogé ni Stern ni Harry, parce que lui aussi, au même titre qu'eux, était directement impliqué dans cette affaire. À présent qu'il avait commencé à soulager sa conscience, Pratt avait besoin de vider son sac. Il nous indiqua qu'il y avait eu ensuite une autre fellation. Mais si la première avait été à l'initiative de Nola, il l'avait forcé par la suite à recommencer. Il nous raconta cette histoire où, alors qu'il patrouillait seul, il avait trouvé Nola qui rentrait de la plage à pied. C'était près de Goose Cove. Elle transportait sa machine à écrire. Il lui avait proposé de la raccompagner, mais au lieu de prendre la direction d'Aurora, il était allé dans les bois de Side Creek. Il nous dit « Quelques semaines avant sa disparition, j'étais à Side Creek avec elle. Je me suis garé à l'orée de la forêt, et il n'y avait jamais personne dans ce coin. Et j'ai pris sa main, et je lui ai fait toucher mon sexe gonflé, et je lui ai demandé de me faire encore ce qu'elle m'avait fait. J'ai ouvert mon pantalon, je l'ai attrapé par la nuque, et je lui ai demandé de me sucer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça fait plus de 30 ans que ça me hante. Je n'en peux plus. Emmenez-moi, sergent. Je veux être interrogé, je veux être jugé, je veux être pardonné. Pardon, Nola. Pardon. » Lorsqu'Amy Pratt vit son mari sortir de la maison menottée, elle se mit à pousser des cris qui alertèrent tout le voisinage. Les curieux sortirent sur les pelouses voir ce qui se passait, et j'entendis une femme appeler son mari pour qu'il ne rate pas le spectacle. « La police emmène Garrett Pratt !» Gallowwood embarqua Pratt dans sa voiture et partit, toute sirène hurlante, pour le quartier général de la police d'État de Concorde. Je restai sur la pelouse des Pratt. Amy pleurait, agenouillée à côté de ses gardénias, et les voisins des voisins, et toute la rue, et tout le quartier, et bientôt la moitié de la ville d'Aurora conflua devant la maison de Mountain Drive. Sonné par ce que je venais d'apprendre, je m'assis finalement sur une borne à incendie et téléphonai à Roth pour le prévenir de la situation. Je n'avais pas le courage d'affronter Harry. Je ne voulais pas être celui qui lui annoncerait la nouvelle. La télévision s'en chargea dans les heures qui suivirent. Les chaînes d'information reprirent toute la nouvelle. Et le grand battage médiatique recommença. Garrett Pratt, ancien chef de la police d'Aurora, venait d'avouer des actes d'ordre sexuel sur Nola Kellergan et devenait un nouveau suspect potentiel dans cette affaire. Harry me téléphona en PCV de la prison en début d'après-midi. Il pleurait. Il me demanda de venir le voir. Il ne pouvait pas croire que tout ceci soit vrai. Dans la salle de visite de la prison, je lui racontai ce qui venait de se passer avec le chef Pratt. Il était complètement chamboulé. Ses yeux n'arrêtaient pas de couler. Je finis par lui dire « Ce n'est pas tout. Je crois qu'il est temps que vous sachiez. »« Savoir quoi ? Vous me faites peur, Marcus. Si je vous ai parlé de Stern l'autre jour, c'est parce que je suis allée chez lui. Et j'y ai trouvé un tableau de Nola. »« Un tableau ? Comment ça, un tableau ? » Stern a un tableau représentant Nola nue, chez lui. J'avais pris avec moi l'agrandissement de la photo et je la lui montrai. « C'est elle, hurla Harry. C'est Nola. C'est Nola. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ?» Un gardien le rappela à l'ordre. « Harry, dis-je, essayez de garder votre calme. »« Mais qu'est-ce que Stern vient faire dans toute cette histoire ? Je l'ignore. Nola ne vous a jamais parlé de lui ? » ?»« Jamais, jamais. »« Harry, de ce que je sais, Nola aurait entretenu une relation avec Elijah Stern, durant ce même été 75. »« Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, Marcus ? Je crois... Enfin, de ce que je comprends... Harry, vous devez envisager que vous n'avez peut-être pas été le seul homme dans l'existence de Nola. » Il devint comme fou. Il se dressa d'un bond et envoya sa chaise en plastique contre un mur en hurlant. « Impossible, impossible. C'est moi qu'elle aimait. Vous entendez ? Moi qu'elle aimait. » Des gardiens se précipitèrent sur lui pour le maîtriser et l'emmener. Je l'entendis hurler encore. « Pourquoi vous faites ça, Marcus ? Pourquoi vous venez tout saloper ? Soyez maudits, vous, Pratt et Stern !» C'est à la suite de cet épisode que je me mis à écrire l'histoire de Nola Kellergan, 15 ans, qui avait fait tourner la tête de toute une petite ville de l'arrière-campagne américaine. 16. Les origines du mal. Aurora, New Hampshire, 11-20 août 1975. Harry, combien de temps faut-il pour écrire un livre ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? De tout. 11 août 1975. Harry, Harry chéri ! Elle entra dans la maison en courant, le manuscrit dans les mains. Il était tôt dans la matinée, même pas 9 heures. Harry était dans son bureau, remuant des brassées de feuillets. Elle se montra à la porte et brandit le cartable contenant le précieux document. « Où était-il » demanda Harry, agacé. « Où diable était ce foutu manuscrit ?»« Pardon, Harry, Harry chéri, ne vous mettez pas en colère contre moi. Je l'ai pris hier soir, vous dormiez, et je l'ai pris chez moi pour le lire. Je n'aurais pas dû... Mais c'est tellement beau, c'est extraordinaire, c'est tellement beau. » Elle lui tendit les feuilles, souriante. « Alors, tu as aimé ?»« Si j'ai aimé, s'exclama-t-elle. Vous me demandez si j'ai aimé ? J'ai adoré.
C'est la plus belle chose qu'il m'ait jamais été donné de lire. Vous êtes un écrivain exceptionnel. Ce livre va être un très grand livre. Vous allez devenir célèbre, Harry. M'entendez-vous? Célèbre. Sur ces mots, elle dansa dans le corridor. Elle dansa jusque dans le salon. Elle dansa sur la terrasse. Elle dansait de bonheur, elle était si heureuse. Elle prépara la table sur la terrasse. Elle essuya la rosée, elle déroula une nappe et arrangea son espace de travail, avec ses stylos, ses cahiers, ses brouillons, et des pierres choisies avec soin sur la plage pour servir de presse-papier. Elle apporta ensuite du café, des gaufres, des biscuits et des fruits, et disposa un coussin sur la chaise pour qu'il soit confortable. Elle s'assurait que tout soit parfait pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Une fois qu'il était installé, elle vaquait dans la maison. Elle faisait le ménage, elle préparait à manger. Elle s'occupait de tout pour qu'il n'ait qu'à se concentrer sur son écriture. Son écriture et rien d'autre. À mesure qu'il avançait dans ses feuillets manuscrits, elle relisait, faisait quelques corrections, puis les retapait au propre sur sa Remington, travaillant avec la passion et la dévotion des plus fidèles secrétaires. Ce n'est que lorsqu'elle s'était acquittée de l'ensemble de ses tâches qu'elle s'autorisait à s'asseoir près de Harry. Pas trop près pour ne pas le déranger, et qu'elle le regardait écrire, heureuse. Elle était la femme de l'écrivain. Ce jour-là, elle repartit peu après midi. Comme toujours, au moment de le laisser, elle donna ses consignes. « Je vous ai fait des sandwichs, ils sont à la cuisine, et il y a du thé glacé dans le frigo. Surtout, mangez bien, et reposez-vous un peu, sinon vous aurez mal à la tête ensuite, et vous savez ce qui arrive lorsque vous travaillez trop, Harry chéri. Vous avez ces épouvantables migraines qui vous rendent tellement irritable. » Elle l'enlaça. « Reviendras-tu plus tard » demanda Harry. « Non, Harry, je suis occupée. »« Occupée à quoi? Pourquoi pars-tu si tôt ?»« Occupée, point final. Les femmes doivent savoir rester mystérieuses. J'ai lu ça dans un magazine. » Il sourit. « Nola. »« Oui ?»« Merci. »« Pourquoi, Harry ?»« Pour tout. Je suis en train d'écrire un livre, et c'est grâce à toi que j'y arrive enfin. »« Harry chéri, c'est ce que je veux faire de ma vie. M'occuper de vous, être là pour vous. Vous assister dans vos livres, fonder une famille avec vous. Imaginez comme nous serions heureux tous ensemble. Combien voulez-vous d'enfants, Harry ? Au moins 3. Oui, et même 4, 2 garçons et 2 filles, pour qu'il n'y ait pas trop de disputes. Je veux devenir Madame Nola Kébert, la femme la plus fière au monde de son mari. Elle s'en alla. Longeant le chemin de Goose Cove, elle rejoignit la route 1. Une fois encore, elle ne remarqua pas la silhouette qui l'espionnait, tapie dans les fourrés. Il lui fallut 1 heure pour rejoindre Aurora à pied. Elle faisait ce parcours 2 fois par jour. Arrivée en ville, elle bifurqua sur la rue principale et continua jusqu'au square où, comme convenu, Nancy Hathaway l'attendait. « Pourquoi le square et pas la plage ?» se plaignit Nancy en la voyant. « Il fait si chaud !»« J'ai rendez-vous cet après-midi. »« Quoi ? Non, ne me dis pas que tu vas encore rejoindre Stern. Ne prononce pas son nom. »« Tu m'as encore fait venir pour que je te serve d'alibi ? Allez, je t'en prie, couvre-moi. »« Mais je te couvre tout le temps. Encore une fois, juste une fois, s'il te plaît. »« N'y va pas, supplia Nancy. Ne va pas chez ce type, il faut que ça cesse. J'ai peur pour toi. Que faites-vous ensemble ? Vous faites du sexe, hein, c'est ça ? Nola eut un air doux et apaisant. « Ne t'inquiète pas, Nancy, surtout ne t'inquiète pas. Tu me couvres, hein ? Promets-moi de me couvrir. Tu sais ce qui se passe si on apprend que je mens. Tu sais ce qu'on me fait à la maison. » Nancy soupira, résignée. « Très bien, je vais rester ici jusqu'à ce que tu reviennes. Mais pas après 18h30, sinon ma mère va me disputer. »« Entendu. Et si on te pose des questions, qu'avons-nous fait ? » ?»« Nous avons papoté ici toute l'après-midi, » répéta comme un pantin Nancy. « Mais j'en ai assez de mentir pour toi, gémit-elle. Pourquoi fais-tu ça, hein ? Parce que je l'aime tellement. Je ferai n'importe quoi pour lui. Bon, ça me dégoûte, je ne veux même pas y penser. Une Mustang bleue arriva dans l'une des rues bordant le square et s'arrêta sur le côté. Nola l'avisa. Le voilà, dit-elle, il faut que je file. À tout à l'heure, Nancy. Merci, tu es une véritable amie. Elle se dirigea rapidement jusqu'à la voiture et s'y engouffra. Bonjour, Luther, dit-elle au chauffeur en s'installant sur la banquette arrière. La voiture redémarra aussitôt et disparut, sans que personne hormis Nancy n'ait remarqué quoi que ce soit de l'étrange manège qui venait de se tramer. 1 heure plus tard, la Mustang arriva dans la cour du manoir d'Elijah Stern à Concorde. Luther conduisit la jeune fille à l'intérieur. Elle connaissait désormais le chemin jusqu'à la chambre. « Déshabille-toi, lui intima gentiment Luther. Veuillez prévenir monsieur Stern que tu es arrivé. » 12 août 1975. Comme tous les matins depuis le séjour à Martha's Vineyard, depuis qu'il avait retrouvé l'inspiration, Harry se levait à l'aube et partait courir avant de se mettre au travail. Comme tous les matins, il courut jusqu'à Aurora. Et comme tous les matins, il s'arrêta à la marina pour faire des séries d'appuis faciaux. Il n'était même pas 6 heures, la ville dormait. Il avait évité de passer devant le Clarks. C'était l'heure d'ouverture et il ne voulait pas risquer de croiser Jenny. Elle était une fille formidable.
Elle ne méritait pas la façon dont il la traitait. Il resta un instant en contemplation face à l'océan baigné des improbables couleurs du lever du jour. Il sursauta lorsqu'elle prononça son prénom. « Harry ? Alors c'est vrai ? Tu te lèves si tôt pour aller courir ?» Il se retourna. C'était Jenny en uniforme du Clarks. Elle s'approcha et essaya de l'étreindre maladroitement. « J'aime juste voir le lever du soleil, dit-il. » Elle sourit. Elle se dit que s'il venait jusque-là, c'est qu'il l'aimait un peu finalement. « Veux-tu venir au Clarks boire un café ?» proposa-t-elle. « Merci, mais je ne voudrais pas casser mon rythme. » Elle masqua sa déception. « Asseyons-nous un instant au moins. Je ne veux pas m'arrêter trop longtemps. » Elle eut une moue triste. « Mais je n'ai pas eu de tes nouvelles ces derniers jours. Tu ne viens plus au Clarks. »« Désolée, j'étais pris par mon livre. »« Mais il n'y a pas que les livres dans la vie. Viens me voir de temps en temps, ça me ferait plaisir. Je te promets que maman ne te disputera pas. Elle n'aurait pas dû te faire payer toute ton ardoise en une fois. Ce n'est rien. Je dois aller prendre mon service, on ouvre à 6 heures. Tu es certain de ne pas vouloir un café ? Sûr, merci. Tu viendras peut-être plus tard ? Non, je ne pense pas. Si tu viens ici tous les matins, je pourrais t'attendre sur la marina. Enfin, si tu veux, juste pour te dire bonjour. Ne prends pas cette peine. D'accord. En tout cas, je travaille jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Si tu veux venir écrire, je ne te dérangerai pas, promis. J'espère que tu n'es pas fâché que je sois allée au bal avec Trévis. Je ne l'aime pas, tu sais. C'est juste un ami, Je voulais te dire, Harry, je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Ne dis pas ça à Jenny. Le beffroi de l'hôtel de ville sonna 6 heures du matin. Elle était en retard. Elle l'embrassa sur la joue et s'enfuit. Elle n'aurait pas dû lui dire qu'elle l'aimait. Elle s'en voulait déjà. Elle se trouvait sotte. En remontant la rue en direction du Clarks, elle se retourna pour lui faire un signe de la main, mais il avait disparu. Elle se dit que s'il passait au Clarks, ça voudrait dire qu'il l'aimait un peu, que ce n'était pas perdu. Elle pressa le pas, mais juste avant d'atteindre le haut de la montée, une ombre large et tordue surgit de derrière une palissade et lui bloqua le passage. Jenny, surprise, ne put retenir un cri. Puis elle reconnut Luther. « Luther, tu m'as fait peur !» Un lampadaire révéla le visage mal aligné et le corps puissant. « Qu'est-ce qu'il te veut ?»« Rien, Luther !» Il lui attrapa le bras et le serra fort. « Ne te moque pas de moi. Qu'est-ce qu'il te veut ?»« C'est un ami. Lâche-moi maintenant, Luther. Tu me fais mal, bon sang. Lâche-moi ou je le dirai. » Il desserra son étreinte et demanda. « As-tu réfléchi à ma proposition ?»« C'est non, Luther. Je ne veux pas que tu me peignes. Maintenant, laisse-moi passer, ou je dirai que tu rôdes et tu auras des ennuis. » Luther ne demanda pas son reste et disparut en courant dans l'aube comme un animal fou. Elle avait peur, elle se mit à pleurer. Elle rejoignit le restaurant en toute hâte et, avant de passer la porte d'entrée, elle s'essuya les yeux pour que sa mère, qui était déjà là, ne remarque rien. Harry avait repris sa course, traversant la ville de part en part pour rejoindre la route 1 et rentrer à Goose Cove. Il pensait à Jenny. Il ne devait pas lui donner de faux espoirs. Cette fille lui faisait beaucoup de peine. Lorsqu'il arriva à l'intersection avec la route 1, ses jambes le lâchèrent. Ses muscles avaient refroidi sur la marina. Il sentait venir des crampes et il était seul au bord d'une route déserte. Il regrettait d'être allé jusqu'à Aurora. Il ne s'imaginait pas rentrer à Goose Cove en courant. À cet instant, une Mustang bleue, qu'il n'avait pas remarquée, s'arrêta à sa hauteur. Le conducteur baissa la vitre et Harry reconnut Luther Caleb. « Besoin d'aide ? J'ai couru trop loin, je crois que je me suis fait mal. Montez, veuillez vous ramener. » « Une chance que je vous ai croisé, dit Harry en s'installant à l'avant. Que faites-vous à Aurora de si bonne heure ? Caleb ne répondit pas. Il reconduisit son passager à Goose Cove sans qu'il n'échange plus la moindre parole. Après avoir déposé Harry chez lui, la Mustang rebroussa chemin, mais au lieu de prendre la route de Concorde, elle bifurqua à gauche en direction d'Aurora pour aller s'engager sur une petite piste forestière sans issue. Caleb laissa la voiture à l'abri des pins, puis, d'une démarche agile, il traversa les rangées d'arbres et vint se cacher dans les fourrés à proximité de la maison. Il était 6h15. Il se cala contre un tronc et il attendit. Vers 9h, Nola arriva à Goose Cove pour s'occuper de son bien-aimé. 13 août 1975. Vous comprenez, docteur Ashcroft, je fais toujours ça et après je m'en veux. Comment est-ce que ça vous vient ? Je ne sais pas, c'est comme si ça sortait de moi contre mon gré, une espèce de pulsion, je ne peux pas m'en empêcher. Pourtant ça me rend malheureuse, ça me rend si malheureuse, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le docteur Ashcroft dévisagea un instant Tamara Quinn, puis il lui demanda « Êtes-vous capable de dire aux gens ce que vous ressentez pour eux ?» Non, je ne le dis jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils le savent. En êtes-vous certaine ? Bien sûr. Pourquoi le sauraient-ils si vous ne le dites jamais ? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas, docteur. Est-ce que votre famille sait que vous venez me voir ? Non, ça ne les regarde pas.
Il hocha la tête. Vous savez, Madame Quinn, vous devriez écrire ce que vous ressentez. Écrire, parfois, apaise. Je le fais, j'écris tout. Depuis que nous en avons parlé ensemble, j'écris dans un cahier que je garde précieusement. Et ça vous aide? Je ne sais pas. Un peu, oui, je crois. Nous en parlerons la semaine prochaine. Il est l'heure. Tamara Quinn se leva et salua le médecin d'une poignée de main. Puis elle quitta le cabinet. 14 août 1975. Il était aux environs de 11 heures. Depuis le début de la matinée, installée sur la terrasse de la maison de Goose Cove, Nola tapait avec application les feuillets manuscrits sur la Remington, tandis que face à elle, Harry poursuivait son travail d'écriture. « C'est bon !» s'enthousiasmait Nola à mesure qu'elle découvrait les mots. « C'est vraiment très bon !» En guise de réponse, Harry souriait, se sentant rempli d'une éternelle inspiration. Il faisait chaud. Nola remarqua que Harry n'avait plus rien à boire, et elle quitta un instant la terrasse pour aller préparer du thé glacé à la cuisine. À peine eut-elle pénétré à l'intérieur de la maison qu'un visiteur surgit sur la terrasse, passant par l'extérieur. Elijah Stern. « Harry Kébert, vous travaillez trop dur !» s'exclama Stern d'une voix tonnante, faisant sursauter Harry qu'il n'avait pas entendu arriver et qui fut aussitôt pris d'une violente panique. Personne ne devait voir Nola ici. « Elijah Stern !» hurla Harry du plus fort qu'il put pour que Nola l'entendît et reste dans la maison. « Harry Kébert !» répéta encore plus fort Stern, qui ne comprenait pas pourquoi Harry criait ainsi. « J'ai sonné à la porte, mais sans succès. Comme j'ai vu votre voiture, je me suis dit que vous étiez peut-être sur la terrasse, et je me suis permis de faire le tour. »« Comme vous avez bien fait, s'époumonna Harry. » Stern remarqua les feuillets, puis la Remington de l'autre côté de la table. « Vous écrivez et vous tapez en même temps ?» demanda-t-il, curieux. « Oui, j'écris plusieurs pages simultanément. » Stern s'affala sur une chaise. Il était en sueur. « Plusieurs pages en même temps? Vous êtes un écrivain de génie, Harry. Figurez-vous que j'étais dans le coin et je me suis dit que j'allais faire un saut à Aurora. Quelle ville magnifique! J'ai laissé ma voiture dans la rue principale et je suis allée me promener. Et voilà que j'ai marché jusqu'ici. L'habitude, sans doute. Cette maison, Elijah, elle est incroyable. C'est un endroit fabuleux. Je suis si heureux que vous ayez pu rester. Merci de votre générosité. Je vous dois tout. Surtout ne me remerciez pas. Vous ne me devez rien. Un jour, j'aurai de l'argent et j'achèterai cette maison. Tant mieux, Harry, tant mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je serai heureux qu'elle revive avec vous. Veuillez m'excuser, je suis en nage, je meurs de soif. Harry, nerveux, regardait en direction de la cuisine, espérant que Nola les avait entendus et qu'elle ne se montrerait pas. Il fallait absolument trouver un moyen de se débarrasser de Stern. Hormis de l'eau, je n'ai malheureusement rien ici à vous offrir. Stern éclata de rire. Allons, mon ami, ne vous en faites pas. Je me doutais que vous n'aviez rien à manger ni à boire chez vous. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Écrire, c'est bien, mais veillez à ne pas dépérir. Il est grand temps de vous marier, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous. Vous savez quoi? Ramenez-moi donc en ville et je vous invite à déjeuner. Ça nous donnera l'occasion de bavarder un peu, si le cœur vous en dit, bien entendu. Volontiers, répondit Harry soulagé. Absolument, très volontiers. Laissez-moi chercher mes clés de voiture. Il entra dans la maison. Passant devant la cuisine, il trouva Nola cachée sous la table. Elle lui offrit un sourire magnifique et complice, posant un doigt sur ses lèvres. Il lui sourit en retour et rejoignit Stern dehors. Ils partirent à bord de la Chevrolet et se rendirent aux Clarks. Ils s'installèrent sur la terrasse, où ils se firent servir des œufs, des toasts et des pancakes. Les yeux de Jenny brillèrent en voyant Harry. Il y avait tellement longtemps qu'il n'était pas venu. « C'est fou, dit Stern. J'étais vraiment parti faire quelques pas et je me suis soudain retrouvé à Goose Cove. C'est comme si j'avais été happé par le paysage. »« La côte entre Aurora et Goose Cove est de toute beauté, répondit Harry. Je ne m'en lasse pas. »« Vous la parcourez souvent ?»« Presque tous les matins. Je fais de la course à pied. C'est une belle façon d'entamer la journée. Je me lève à l'aube, je cours avec le soleil qui se lève. C'est une sensation unique. »« Mon cher, vous êtes un athlète. J'aimerais avoir votre discipline. »« Un athlète, ça, je n'en sais rien. Avant-hier, par exemple, au moment de revenir d'Aurora à Goose Cove, j'ai été pris de crampes terribles. Plus moyen d'avancer. Heureusement, j'ai croisé votre chauffeur. Il m'a très gentiment reconduit à la maison. » Stern eut un sourire crispé. « Luther était ici avant-hier matin ?» demanda-t-il. Jenny les interrompit pour les resservir de café et s'éclipsa aussitôt. « Oui, reprit Harry. J'étais moi-même étonné de le voir à Aurora de si bonne heure. Est-ce qu'il vit dans la région ?» Stern semblait embarrassé par ces questions. « Non, il vit dans ma propriété. J'ai une dépendance pour mes employés. Mais il aime ce coin. Il faut dire qu'Aurora, aux lumières de l'aube, c'est magnifique. Ne m'avez-vous pas dit qu'il s'occupait des rosiers de Goose Cove? Parce que je ne l'ai jamais vu. Mais les plantes sont toujours aussi belles, non? Donc il est très discret. Je suis pourtant très souvent à la maison. Tout le temps presque. Luther est quelqu'un de discret. Je me demandais, que lui est-il arrivé? Sa façon de parler est si étrange. Un accident, une vieille histoire. C'est un être de grande qualité, vous savez.
Il peut parfois avoir l'air effrayant, mais c'est un bel homme à l'intérieur. Je n'en doute pas. Jenny revint remplir les tasses de café toujours pleines. Elle arrangea le porte-serviette, remplit la salière et changea la bouteille de ketchup. Elle sourit à Stern et fit un petit signe à Harry avant de disparaître à l'intérieur. « Votre livre avance » demanda Stern. « Il avance très bien. Merci encore de me laisser disposer de la maison. Je suis très inspirée. »« Très inspirée par cette fille, surtout, » sourit Stern. « Je vous demande pardon » s'étrangla Harry. « Je suis très fort pour deviner ce genre de choses. Vous la sautez, hein ? Je vous demande pardon ? Allons, ne faites pas cette tête, mon ami. Il n'y a rien de mal à cela. Jenny, la serveuse, vous la sautez, n'est-ce pas ? Parce qu'à voir son comportement depuis que nous sommes arrivés, elle se fait forcément sauter par l'un de nous deux. Or, je sais que ce n'est pas moi. J'en déduis donc que c'est vous. Vous avez bien raison. Jolie brune fille. Notez comme je suis perspicace. Kébert se força à rire, soulagé. Jenny et moi ne sommes pas ensemble, dit-il. Disons que nous avons juste flirté un peu. C'est une gentille fille, mais pour vous faire une confidence, je m'ennuie un peu avec elle. J'aimerais trouver quelqu'un dont je sois très amoureux, quelqu'un de spécial, de différent. Bah, je ne fais pas de soucis pour vous. Vous finirez par trouver la perle rare, celle qui vous rendra heureux. Pendant que Harry et Stern déjeunaient, sur la route 1 frappée par le soleil, Nola rentrait chez elle, transportant sa machine à écrire. Une voiture arriva derrière elle et s'arrêta à sa hauteur. C'était le chef Pratt, au volant d'un véhicule de la police d'Aurora. « Où vas-tu avec cette machine à écrire » demanda-t-il un peu amusé. « Je rentre chez moi, chef. »« À pied ? D'où diable viens-tu ?»« Peu importe, monte, je vais te conduire. »« Merci, chef Pratt, mais je préfère marcher. »« Ne sois pas ridicule, il fait une chaleur à crever. »« Non, merci, chef. » Le chef Pratt eut soudain un ton de voix agressif. « Pourquoi ne veux-tu pas que je te ramène ? Monte, je te dis, monte !» Nola finit par accepter et Pratt la fit s'installer sur le siège du passager à côté de lui. Mais au lieu de continuer en direction de la ville, il effectua un demi-tour et repartit dans l'autre direction. « Où allons-nous, chef ? Aurora est de l'autre côté. »« Ne t'inquiète pas, ma petite. Je veux juste te montrer quelque chose de beau. Tu n'as pas peur, hein ? Je veux te montrer la forêt, c'est un bel endroit. Tu veux voir un bel endroit, non ? Tout le monde aime les beaux endroits. » Nola ne dit plus rien. La voiture roula jusqu'à Side Creek, s'engouffra sur un chemin forestier et se rangea à l'abri des arbres. Le chef défit alors sa ceinture, ouvrit sa braguette et, saisissant Nola par la nuque, lui ordonna de faire ce qu'elle avait su si bien lui faire dans son bureau. 15 août 1975. À 8 heures du matin, Louisa Kellergan vint chercher sa fille dans sa chambre. Nola l'attendait, assise sur son lit en sous-vêtements. C'était le jour. Elle savait. Louisa eut un sourire plein de tendresse pour sa fille. « Tu sais pourquoi je fais ça, Nola ? » ?»« Oui, maman. »« C'est pour ton bien, pour que tu ailles au paradis. Tu veux être un ange, non ? » ?»« Je ne sais pas si je veux être un ange, maman. »« Allons, ne dis pas de bêtises. Viens, ma chérie. » Nola se leva et suivit docilement sa mère jusque dans la salle de bain. La grande bassine était prête, posée sur le sol, remplie d'eau. Nola regarda sa mère. C'était une belle femme avec de magnifiques cheveux blonds et ondulés. Tout le monde disait qu'elle se ressemblait beaucoup. « Je t'aime, maman, dit Nola. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Je regrette d'être une méchante fille. » Tu n'es pas une méchante fille. Nola s'agenouilla devant la bassine. Sa mère lui attrapa la tête et la lui plongea dedans, en la tenant par les cheveux. Elle compta jusqu'à 20, lentement et sévèrement, puis ressortit de l'eau glacée la tête de Nola, qui laissa échapper un cri de panique. « Allons, ma fille, c'est pour ta pénitence, lui dit Louisa. Encore, encore. » Et elle lui replongea aussitôt la tête sous l'eau glacée. Enfermé dans le garage, le révérend écoutait sa musique. Il était épouvanté par ce qu'il venait d'entendre. « Ta mère te noie » répéta Harry, bouleversé. Il était midi. Nola venait d'arriver à Goose Cove. Elle avait pleuré toute la matinée, et malgré ses efforts pour sécher ses yeux rougis, au moment d'arriver à la grande maison, Harry avait immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Elle me met la tête dans la grande bassine, expliqua Nola. L'eau est glacée. Elle me met la tête dedans et elle appuie. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais mourir. Je n'en peux plus, Harry. Aidez-moi. » Elle se blottit contre lui. Harry proposa de descendre sur la plage. La plage l'égayait toujours. Il se munit de la boîte en fer souvenir de Rockland, Maine, et ils allèrent distribuer le pain aux mouettes le long des rochers. Puis ils s'assirent sur le sable et contemplèrent l'horizon. « Je veux partir, Harry, s'écria Nola. Je veux que vous m'emmeniez loin d'ici. »« Partir ? Vous et moi, loin d'ici. Vous aviez dit qu'un jour nous partirions. Je veux aller à l'abri du monde. Ne voulez-vous pas être loin du monde avec moi ? Partons, je vous en supplie. Partons dès la fin de cet horrible mois. Disons le 30. Cela nous laissera exactement 15 jours pour nous préparer. » « Le 30 ? Tu veux que le 30 août nous quittions la ville, toi et moi ? Mais c'est de la folie. » »« De la folie ? Ce qui est de la folie, Harry, c'est de vivre dans cette ville de misère. Ce qui est de la folie, c'est de nous aimer comme nous nous aimons et de ne pas en avoir le droit. Ce qui est de la folie, c'est de devoir nous cacher, comme si nous étions des animaux étranges. Je n'en peux plus, Harry. Moi, je partirai. La nuit du 30 août, je quitterai cette ville.
Je ne peux plus rester ici. Partez avec moi, je vous en supplie. Ne me laissez pas seule. Et si on nous arrête? Qui nous arrêtera? En 3 heures, nous serons au Canada. Et nous arrêter pour quel motif? Partir n'est pas un crime. Partir, c'est être libre. Et qui peut nous empêcher d'être libres? La liberté, c'est le fondement de l'Amérique. C'est inscrit dans notre Constitution. Je partirai, Harry, c'est décidé. Dans 15 jours, je partirai. La nuit du 30 août, je quitterai cette ville de malheur. Viendrez-vous? Il répondit sans réfléchir. Oui, bien sûr. Je ne peux pas imaginer vivre sans toi. Le 30 août, nous partirons ensemble. Oh, Harry chéri, je suis si heureuse. Et votre livre? Mon livre est presque fini. Presque fini, c'est formidable. Vous avez avancé si vite. Le livre ne compte plus désormais. Si je m'enfuis avec toi, je pense que je ne pourrai plus être écrivain. Et peu importe. Tout ce qui compte, c'est toi. Tout ce qui compte, c'est nous. Tout ce qui compte, c'est être heureux. Bien sûr que vous serez toujours écrivain. Nous enverrons le manuscrit à New York par la poste. J'adore votre nouveau roman. C'est probablement le plus beau roman qui m'ait jamais été donné de lire. Vous allez devenir un très grand écrivain. Je crois en vous. Le 30 alors? Dans 15 jours. Dans 15 jours, nous nous enfuirons, vous et moi. En 3 heures, nous serons au Canada. Nous serons tellement heureux, vous verrez. L'amour, Harry. L'amour est la seule chose qui puisse rendre une vie vraiment belle. Le reste n'est que superflu. 18 août 1975. Assis au volant de sa voiture de patrouille, il la regardait à travers la baie vitrée du Clarks. Ils s'étaient à peine parlé depuis le bal. Elle mettait de la distance entre eux et ça le rendait triste. Depuis quelque temps, elle avait l'air particulièrement malheureuse. Il se demandait s'il y avait un lien avec son attitude, puis il se rappela cette fois où il l'avait trouvée en pleurs sous la marquise de sa maison, et qu'elle lui avait dit qu'un homme lui faisait du mal. Qu'avait-elle voulu dire par mal? Avait-elle des soucis? Pire, avait-elle été battue? Par qui? Que se passait-il? Il décida de prendre son courage à deux mains et d'aller lui parler. Comme il faisait toujours, il attendit que le diner se vide un peu avant d'oser s'y aventurer. Lorsque finalement il entra, Jenny était en train de desservir une table. « Salut Jenny, dit-il, le cœur battant. « Salut Travis. Ça va? »« Ça va. »« On n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir depuis le bal, dit-il. J'ai eu beaucoup à faire ici. Je voulais te dire que j'ai été très heureux d'avoir été ton cavalier. Merci. » Elle avait l'air préoccupée. « Jenny, tu as l'air distante avec moi ces derniers temps. »« Non, Travis, ça n'a rien à voir avec toi. » Elle pensait à Harry. Elle pensait à lui jour et nuit. Pourquoi la rejetait-il? Quelques jours auparavant, il était venu ici avec Elijah Stern, et lui avait à peine adressé la parole. Elle avait bien vu qu'ils avaient même ricané à son sujet. « Jenny, si tu as des soucis, tu sais que tu peux tout me raconter. »« Je sais, tu es si bon avec moi, Travis. Maintenant, il faut que je finisse de débarrasser. » Elle se dirigea vers la cuisine. « Attends, dit Travis. » Il voulut la retenir par le poignet. Son geste fut léger, mais Jenny poussa un cri de douleur et lâcha les assiettes qu'elle avait en main, qui se fracassèrent au sol. Il venait d'appuyer sur l'énorme hématome qui marquait son bras droit, depuis que Luther le lui avait serré avec tant de force et qu'elle s'efforçait de cacher sous des manches longues, malgré la chaleur. « Je suis vraiment désolée, s'excusa Travis, en se précipitant au sol pour ramasser les débris. « Ce n'est pas toi. » Il l'accompagna dans la cuisine et se saisit d'un balai pour nettoyer la salle. Lorsqu'il revint, elle était en train de se laver les mains et, comme elle avait relevé ses manches pour ne pas les mouiller, il remarqua la marque bleuâtre sur son poignet. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il. « Rien, je me suis cogné contre la porte à battant l'autre jour. »« Cogné ? Ne me raconte pas d'histoire, explosa Travis. Tu t'es fait battre, oui. Qui t'a fait ça? Ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. J'exige de savoir qui est cet homme qui te fait tant de mal. Dis-le-moi, je ne partirai pas d'ici tant que je ne le saurai pas. C'est Luther Caleb qui m'a fait ça, le chauffeur de Stern. C'était l'autre matin, il était en colère, il m'a attrapé le poignet et m'a fait mal. Mais ce n'était pas volontaire, tu sais, il n'a pas mesuré sa force. C'est grave, Jenny, c'est très grave. S'il revient ici, je veux que tu me préviennes immédiatement. 20 août 1975. Elle chantait en marchant sur le chemin de Goose Cove. Elle se sentait envahie d'une douce sensation de joie. Dans 10 jours, ils partiraient ensemble. Dans 10 jours. Elle commencerait enfin à vivre pour de bon. Elle comptait les nuits avant le grand jour. C'était si proche. Lorsqu'elle aperçut la maison, au bout du chemin de gravier, elle accéléra le pas. Si pressée de retrouver Harry, elle ne remarqua pas la silhouette tapie dans les fourrés qui l'observait. Elle entrait dans la maison par la porte principale, sans sonner, comme elle faisait désormais tous les jours. « Harry chéri » appela-t-elle pour s'annoncer. Il n'y eut aucune réponse. La maison semblait déserte. Elle appela encore. Silence. Elle traversa la salle à manger et le salon, sans le trouver. Il n'était pas dans son bureau, ni sur la terrasse. Elle descendit alors les escaliers jusqu'à la plage et cria son nom. Peut-être était-il allé se baigner. Il faisait ça lorsqu'il avait trop travaillé. Mais il n'y avait personne non plus sur la plage. Elle sentit la panique l'envahir. Où pouvait-il bien être? Elle retourna dans la maison, appela encore. Personne.
Elle passa en revue toutes les pièces du rez-de-chaussée, puis monta à l'étage. Ouvrant la porte de la chambre, elle le trouva assis sur son lit, en train de lire un paquet de feuilles. « Harry, vous étiez là ? Ça va faire 10 minutes que je vous cherche partout. » Il sursauta en l'entendant. « Pardon, Nola, je lisais. Je ne t'ai pas entendu. » Il se leva, rempila les pages qu'il tenait dans ses mains et les glissa dans un tiroir de sa commode. Elle eut un sourire. « Et que lisiez-vous de si passionnant que vous ne m'ayez même pas entendu hurler votre nom à travers la maison ? » « Rien d'important. »« C'est la suite de votre roman ? Montrez-moi. »« Rien d'important, je te montrerai à l'occasion. » Elle le regarda d'un air mutin. « Vous êtes sûr que ça va, Harry ?» Il rit. « Tout va bien, Nola. » Ils sortirent sur la plage. Elle voulait voir les mouettes. Elle ouvrit grand les bras comme si elle avait des ailes et courut en décrivant de grands cercles. « J'aimerais pouvoir voler, Harry. Plus que 10 jours. Dans 10 jours, nous nous envolerons. Nous partirons de cette ville de malheur pour toujours. » Ils se croyaient seuls sur la plage. Ni Harry ni Nolan ne se doutaient que Luther Caleb les observait, depuis la forêt au-dessus des rochers. Il attendit qu'il retourne dans la maison pour sortir de sa cachette. Il longea le chemin de Goose Cove en courant et regagna sa Mustang sur le chemin forestier parallèle. Il se rendit à Aurora et gara sa voiture devant le Clarks. Il se précipita à l'intérieur. Il devait absolument parler à Jenny. Il fallait que quelqu'un sache. Il avait un mauvais pressentiment. Mais Jenny n'avait aucune envie de le voir. « Luther, tu ne devrais pas être ici, lui dit-elle lorsqu'il se présenta devant le comptoir. « Venez, je suis désolée pour l'autre matin. Je n'aurais pas dû t'attraper le bras comme je l'ai fait. J'ai eu un bleu après ça. Je suis désolée. Il faut que tu partes maintenant. Non, attends. J'ai porté plainte contre toi, Luther. Travis dit que si tu reviens en ville, je dois l'appeler et que tu auras affaire à lui. Tu ferais bien de partir avant qu'il ne te voie ici. » Le géant eut un air dépité. « Tu as porté plainte contre moi ? Oui, tu m'as fait si peur l'autre matin. Mais je dois te parler de quelque chose d'important. » Rien n'est important, Luther. Va-t'en. Fais à propos de Harry Kébert. Harry ? Oui, dis-moi ce que tu penses de Harry Kébert. Pourquoi me parles-tu de lui ? As-tu confiance en lui ? Confiance ? Oui, bien sûr. Pourquoi me poses-tu cette question ? Il faut que je te dise quelque chose. Me dire quelque chose ? Quoi pas donc ? Au moment où Luther s'apprêtait à répondre, une voiture de police apparut sur la place, qui faisait face aux Clarks. « C'est Travis !» s'écria Jenny. « File, Luther, file ! Je ne veux pas que tu aies des ennuis. » Caleb détala aussitôt. Jenny le vit remonter en voiture et démarrer en trombe. Quelques instants après, Travis Dunn se précipita à l'intérieur. « Est-ce que je viens de voir Luther Caleb ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Jenny, mais il ne me voulait rien. C'est un gentil garçon. Je regrette d'avoir porté plainte. »« Je t'avais dit de me prévenir. Personne n'a le droit de lever la main sur toi. Personne. » Travis retourna à sa voiture en courant. Jenny se précipita derrière lui et l'arrêta sur le trottoir. « Je t'en supplie, Travis, ne lui fais pas d'histoire. S'il te plaît. Je pense qu'il a compris maintenant. » Travis la regarda et réalisa soudain ce qui lui échappait. Voilà pourquoi elle était si distante dernièrement. « Non, Jenny, ne me dis pas que... »« Que quoi ? Tu en pinces pour ce barjot ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bon sang, comment ai-je pu être aussi stupide ? Non, Travis, qu'est-ce que tu racontes ? » Il ne l'écoutait plus, il remonta en voiture et démarra comme un fou, gyrophare enclenché et sirène hurlante. Sur la route 1, peu avant Side Creek Lane, Luther vit dans son rétroviseur la voiture de police qui venait de le rattraper. Il s'arrêta sur le bas-côté, il avait peur. Travis sortit de sa voiture, furieux. Des milliers de pensées lui traversaient l'esprit. Comment Jenny pouvait-elle être attirée par ce monstre ? Comment pouvait-elle le préférer à lui ? Lui qui faisait tout pour elle, lui qui était resté à Aurora pour être près d'elle, et qui se faisait supplanter par ce type. Il ordonna à Luther de sortir de son véhicule et le dévisagea de haut en bas. « Espèce de taré, tu fais des misères à Jenny ?»« Non, très vif. Je te promets que ce n'est pas ce que tu penses. J'ai vu les marques sur son poignet. Je n'ai pas contrôlé ma force. Je regrette vraiment. Je ne veux pas d'histoire. »« Pas d'histoire, mais c'est toi qui crées des histoires. Tu la baises, hein ?»« Quoi ? Jenny et toi, vous baisez ensemble ?»« Non, non. Je fais tout pour la rendre heureuse. Et c'est toi qui la baises. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce monde ? Très vif, fais pas du tout ce que tu penses. »« La ferme !» cria Travis en attrapant Luther par le col avant de le projeter au sol. Il ne savait pas très bien ce qu'il devait faire. Il pensa à Jenny qui le repoussait, il se sentait humilié et misérable. Il éprouvait de la colère aussi. Il en avait assez de se faire marcher dessus sans cesse. Il était temps de se comporter en homme. Alors, il défit sa matraque de sa ceinture, la leva en l'air, et d'un geste fou, il se mit à battre Luther sauvagement.